médecine vétérinaire, Monsieur Triki Yemeni Rachid. Bonjour. Bonjour. C'est la bonne prononciation. Absolument Ça va. impeccable. Oui. Marhaba bik. Allah yabarak fik. Merci pour l'invitation. Alors, vous exercez depuis pratiquement une trentaine d'années. Un peu plus. Vous avez fait un peu plus. Vous avez fait donc des études ici en Algérie. Vous avez fait aussi des spécialisations à l'étranger. Absolument. Et vous exercez tous les jours auprès des animaux. Tous les jours, vous envoyez des cas. Vous envoyez tous les jours. Et là, vous avez voulu nous parler un petit peu de l'impact du Covid sur nos animaux. Oui. Je pense qu'en préambule, il est important pour nos amis téléspectateurs, pour qu'ils puissent bien comprendre un petit peu ce qui se passe de par le monde, leur expliquer juste déjà le point de vue légal. Il faut savoir qu'il existe deux organisations mondiales. Oui. L'Organisation mondiale de la santé humaine, l'OMS, Oui. bien connue, et puis la deuxième qui est l'équivalente pour le vétérinaire, qu'on appelle actuellement l'Organisation mondiale de la santé animale, Office international des épices aussi. Pourquoi j'en parle? Parce que ce sont des organisations planétaires qui regroupent la quasi-totalité des pays, et puis c'est elles qui centralisent toutes les informations. Quand il y a des histoires d'épidémies, etc. Oui, de transmission, parce Voilà. qu'en général, l'animal est toujours un hôte. Voilà. Souvent, il est au cœur de l'action, C'est si ça. on veut dire. Il va transmettre à l'homme, Absolument. justement, une Donc, pathologie. ces organisations ont pour rôle de centraliser l'information. Il y a comme une communication dite verticale, c'est-à-dire ça va du bas vers le haut, c'est les ministères correspondants, la santé pour l'OMS et l'agriculture pour l'Organisation mondiale de la santé animale, C'est ça. qui envoient les informations de la situation sanitaire, d'accord? Et puis ça redescend. Donc c'est vertical. Et puis c'est une communication horizontale. C'est Tout à le fait. rôle que Les médias jouent C'est pour un vulgariser point l'information. très important. Ça, Vulgariser au point de vue donc Absolument. médical, Absolument. vétérinaire. Si j'en parle, parce que ça constitue quand même une référence sérieuse. Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que quand on se réfère aux articles, ce qui est dit dans les réseaux sociaux, il faut s'en méfier, parce qu'il y a plein de charlatans, il y a plein de gens C'est vrai. en quête de je ne sais pas quoi, etc., qui peuvent vous raconter plein d'histoires. Ça, c'est un point très important. Alors, pour ces deux organisations qui travaillent de concert, elles sont catégoriques. Le Covid-19, qui sévit à l'heure actuelle, est de transmission interhumaine. Ça, c'est très clair. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit, voilà, il y a eu les animaux de compagnie qui ont été contaminés, il y a un individu qui a contaminé son chat, etc. Alors, j'y arrive. Voilà. Le petit bémol, justement. Ça, c'est le premier point. C'est une transmission interhumaine, c'est avéré. Maintenant, ce qui vient par la suite, comme nous sommes dans un territoire d'incertitude, Tout à c'est une fait. nouvelle maladie, Tout à fait. donc il y a des découvertes pratiquement au quotidien. Alors, il s'avère depuis quelques semaines que quelques animaux sortent du lot, particulièrement ce qu'on appelle les félidés. Le chat en premier lieu pour le domestique, Oui. et puis vous avez même des animaux sauvages type tigre et lion. Et je vais vous donner un peu plus de détails. Il y a environ une dizaine de chats pour lesquels la PCR, qui est le test de référence, indique une positivité Au Covid. au Covid sans aucun doute. D'accord. Et que même certains chats ont présenté une symptomatologie qui peut se calquer de l'humaine. Mais la certitude, elle n'est pas interespèce. Je veux dire, elle n'est pas de chat à chat. chat. Mais elle D'accord. ne provient que de l'humain. Comment on a cette certitude? Parce que la contamination de l'humain était antérieure à celle du chat, du propriétaire. Très Ça, bien. c'est important. Donc la contamination dont on est relativement sûr, c'est qu'elle n'a pu se faire que de l'homme à l'animal. Vers l'animal. Ça, c'est un Tout à point fait. qui est très Bien important, sûr. et non pas De l'animal vers l'homme. Alors, Donc il y a les plein de- craintes qu'avaient beaucoup d'individus, ça y est, sont effacées puisque les études ont prouvé que finalement ça se transmettait que de l'homme vers l'animal. Et le chat en particulier. Le hein. chat en particulier, le chat apparaît comme l'animal le plus sensible et par opposition, vous avez d'autres espèces comme bon, le porc dans les pays occidentaux, Oui. mais aussi qui pourraient nous intéresser, la volaille, comme le poulet et le canard. D'accord. Eux sont réfractaires. Ça, c'est une bonne chose pour nous. Très bien. À l'opposé, vous avez des espèces, j'allais dire, exotiques, comme le vison, par exemple. Vous savez qu'il y a des élevages de visons au nord, en Scandinavie, Oui. pour essayer Dans un les petit peu de pays froids. pallier, voilà, pour pallier aux chasses sauvages et au risque d'extinction du vison. Ils en font des élevages. Il y a eu un gros élevage qui a été entièrement contaminé. Et là aussi, même processus dans la démarche diagnostique, il s'est avéré que le propriétaire en était d'abord contaminé et il l'a D'accord. transmis à ses visons. Maintenant, quel est l'intérêt de cette anecdote? C'est que le vison peut servir de modèle
pour la mise au point d'un vaccin, par exemple. Puisqu'il répond très bien à la maladie, il pourrait aussi très bien répondre à la vaccination. Voilà, ça c'est un exemple. Aujourd'hui, beaucoup d'ONG se battent pour essayer donc d'arrêter les essais faits sur les animaux. C'est vrai que c'est très difficile de pouvoir se placer là-dessus. On essaie de prendre des modèles mathématiques, mais ça ne marche pas autant. Enfin, on essaie d'éviter l'animal. Les animaux de laboratoire aujourd'hui sont pointés du doigt. Hein. Absolument. Voilà. Maintenant, il reste l'autre catégorie. Là, on a parlé des animaux domestiques. Mais il reste le gros des troupes, comme on peut dire. Les animaux d'élevage. Voilà. Alors pour les animaux d'élevage, jusqu'à l'heure actuelle, on est dans l'incertitude bien sûr, mais on est pratiquement sûr, il n'y a eu aucun cas. Zéro cas. Pour être certain. Maintenant, ça nous amène à la question qui est très importante, comme on est à la veille de la LQBL. Est-ce qu'il faudrait fermer les marchés à bestiaux, oui ou non? C'est la grande question qui se pose. Alors, avant d'y répondre, peut-être donner quelques éléments pour... Parce qu'on a vécu des épisodes quand même qui ont un petit peu effrayé, etc. Il y a eu le fameux, donc, la fièvre afteuse. Il y a eu donc, beaucoup aussi donc, que pour la fièvre afteuse, ça reste une maladie cantonnée aux animaux. Cantonnée aux animaux, mais ça a impacté bien sûr la viande, qui avait une drôle de couleur, et parce qu'ils avaient été traités, je pense. Hein. Non, c'est ça? Pas ça? Non, absolument pas ça. Ça n'a pas de lien, excusez-moi. Ça n'a pas de lien. Ça, c'était un autre problème. Bon, des épidémies comme ça, type fièvre afteuse, qui restent des maladies cantonnées aux animaux, mais dans la rapidité de la propagation, pose de très gros problèmes. Tout à fait. Voilà. Et dans la conduite à tenir pour un vétérinaire, dans des cas comme ça, c'est l'élimination carrément de tout un élevage, parce que ce sont des maladies très contagieuses. Ça, c'est des cas. L'élimination et surtout l'incinération aussi, de l'incinération aussi. Parce que c'est des contaminations. Maintenant, pour recadrer la question concernant les marchés à bestiaux à la veille de la LQBL, premier postulat, il n'y a eu zéro cas de... Mais il reste quand même en suspens une hypothèse qui fait que certains auteurs, enfin certains chercheurs, parlent d'une transmission dite passive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces animaux peuvent servir de support inerte. Comme une poignée de porte, dommage pour les animaux, mais comme une rampe d'escalier, etc. Vous savez que le virus peut résister plusieurs heures, voire plusieurs jours à l'extérieur. Rien n'empêche que ces virus soient collés sur la toison, sur la face d'un animal, etc. Sur la laine d'un mouton, par exemple. Alors, on pourrait entre les deux, puisqu'il y a ce risque quand même, combien même mineur, combien même hypothétique, mais il est réel, donc on pourrait... Ça reste conditionnel, ça reste au décideur de prendre la décision finale. Si on appliquait à la lettre toutes ces mesures de barrière, on empêcherait les catastrophes et surtout la propagation du virus. Comment? Tout simplement, ce qui se répète, se laver les mains avec de l'eau potable, ne pas se toucher les yeux, le nez, etc. Éviter tout contact avec un humain déjà malade, parce qu'il peut y avoir cette fameuse transmission à l'animal. Quoi encore? Éviter de toucher combien même on avale des carcasses issus de propriétaires ou de détenteurs déjà contaminés. Et bien sûr, des gestes de prophylaxie, parce que comme chaque exploitation, il y a ces gestes. Donc, mettre de l'eau de javel aussi à l'entrée, bien sûr, d'une ferme. Ce sont des gestes qui sont d'habitude faits par les agriculteurs. Alors, faites bien de citer ces exemples, parce que c'est ce qui met un peu en relief l'activité du vétérinaire. C'est que le vétérinaire, de tout temps, est sensibilisé sur ce type de prévention, ce qui n'existe pas ailleurs. Je ne vais pas comparer avec le médecin, mais ce n'est pas la même culture. Nous, on a cette culture de la santé de masse. C'est ça. Donc, quand on s'adresse à une masse... Donc, les épidémies aussi. Merci. On fait des prophylaxies de masse. Donc, on met des quarantaines. Nous, on parle déjà en termes de quarantaine. Nous, les quarantaines, c'est courant. C'est une banalité. Une quarantaine, vous allez dans un sourd, vous achetez n'importe quel animal, une vache, un veau, un mouton. Quand vous l'introduisez dans votre élevage, vous êtes tenu
obligé de le mettre en quarantaine. Sinon, il peut être en incubation, vous ne verrez rien du tout. Exactement. Et le jour où il va extérioriser cette maladie, eh ben, il va vous contaminer autrement. Donc, on a ce réflexe. Et tout un cheptel peut partir comme ça. Lorsqu'on importe de l'animal sur pied, par exemple, des vaches laitières, ça se fait communément, ça. Tout à fait. Elles passent obligatoirement par des quarantaines. Donc, cette notion de quarantaine, de mesures de barrières sanitaires, le vétérinaire est aguerri. Exactement. Il le fait vous tout auriez le temps. même pu, parce qu'il y a eu aussi cet appel aux vétérinaires, et vous auriez même pu faire des tests donc, pour le Covid. Merci. Merci de le signaler. Vous êtes bien placé puisque vous avez une formation aussi en médecine. Absolument. Il faut savoir que dans la formation du vétérinaire, un vétérinaire, par définition, il est polyvalent. Il est non seulement un pathologiste, c'est-à-dire quelqu'un qui traite des maladies, donc qui diagnostique, qui traite, qui prévient, etc. Il est un hygiéniste, il est au niveau des abattoirs, des postes frontières. Donc il est là pour ce qu'on appelle la protection de la santé publique vétérinaire. C'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la sécurité alimentaire et de l'hygiène pour l'humain. Et troisième, j'allais dire, trilogie qui le caractérise, c'est un économiste. Vous allez chez un médecin, la médecine n'a pas de prix. Mais chez un vétérinaire, si, parce qu'on s'adresse à des troupeaux. Vous ne pouvez pas venir du jour au lendemain annoncer que le coût astronomique, etc., on vous le refusera. On vous dira autant amener les animaux aux abattoirs, on y gagne beaucoup plus. Donc il y a ces trois aspects qui caractérisent un vétérinaire. D'autre part, un vétérinaire, il a cette aptitude à faire des diagnostics, donc il peut être dans un laboratoire. Et ce qui se fait maintenant couramment dans les tests de référence pour diagnostiquer le Covid-19, c'est le fameux RT-PCR. En Europe, les vétérinaires se sont proposés, particulièrement en Allemagne. Les vétérinaires étaient... Parce qu'ils ont fait un diagnostic de masse, surtout. De masse, absolument. Justement, des tests à Ils sont allés au-delà de l'imagerie. Et le temps a donné raison à ces gens-là, parce que l'imagerie, bien qu'elle soit utile, n'est pas aussi précise, aussi fiable qu'un PCR. Donc les vétérinaires ont participé. Malheureusement, dans notre pays, on ne nous fait pas appel. J'espère que ça va venir, parce qu'il y a eu une information autour de cela, et j'espère que ça va continuer, peut-être, en tout cas, pour vous faire appel. En tout cas, on vous fera appel nous-mêmes, puisqu'on parlera, bien sûr, aussi du kystidatique bientôt avec vous, donc dès peut-être la semaine prochaine, pour parler un petit peu, l'expliquer, informer. Très franchement, quand vous voulez et où vous voulez. Très bien, c'est très gentil. Plaisir, je vous en prie. Merci beaucoup, c'est un plaisir aussi, en tout cas, de parler avec vous du monde animal, et on en fait partie, il faut le dire, on en fait partie drôlement dans la classification mondiale. Voilà, merci beaucoup, monsieur Rachid Triki Yamani. C'est ça. Voilà, professeur en médecine vétérinaire. À très bientôt. Merci beaucoup.